Et sans trop savoir où j'allais, je suis partie dans cette histoire qui a un côté fable, peut-être, mais pas que fable non plus. Parce que dans la première partie, cinquantaine de pages, où je suis l'animal, en l'occurrence le porcelet, j'essaie de rester vraiment, comme je dis, à hauteur d'animal. Mais c'est un point de départ très original d'ailleurs. Ben, je suis cet animal rescapé, il y a une guerre même. Je n'ai pas voulu préciser ni les lieux ni les dates, mais tout, on peut tout deviner que c'est fin du XXe au début du XXIe pour la fin du livre. Ça se passe sur un quart de siècle, on va dire à peu près. Et que le lieu où ça démarre, où il y a une guerre fratricide, c'est l'ex-Yougoslavie. Parce que là encore, on est marqué par l'histoire ancienne, mais l'histoire en marche, et l'actualité la plus brûlante, celle qui vient à la fin du livre. Donc il y a une part presque naturaliste, entre guillemets, parce que bon, je suis du verbe suivre, ce porcelet en imaginant comment, selon ses capacités, je ne peux pas le faire voler, mon porcelet, vous voyez, il faut pas, c'est pas parce qu'il y a une part comme de fantastique au moment du renversement, ou de la mutation, transmutation de l'animal. Avant, je dois cependant rester dans vraiment du vraisemblable. Donc je vais suivre un petit animal et imaginer comment il peut survivre dans la forêt, ceci, cela, jusqu'à ce moment clé où effectivement il y a transformation. Et ensuite, c'est suivre un enfant dit sauvage et comment, grâce à des soutiens, des rencontres, d'autres humains qui prennent le relais pour s'occuper de ce gamin perdu, peu à peu il s'humanise. Et à la fin, effectivement, parce que j'ai écrit le livre en 2 temps. J'avais commencé il y a 2 ans, j'ai dû m'interrompre, bon, ça arrive dans les vies de tout le monde, hein. Parfois il y a des événements un peu tragiques qui vous empêchent de continuer un travail. J'ai repris après plusieurs mois, presque 1 an, et entre-temps il est arrivé tous ces événements qui nous traumatisent actuellement et qui vont malheureusement en s'accélérant, on peut dire. Et du coup, ça qui touche autant notre pays, mais qui touche, effectivement, ça s'accélère. Hein, oui. On a la sensation là d'être à un pays par jour. Ah oui, quand c'est pas... L'Europe est visée, la France de préférence, l'horrible pays des droits de l'homme, etc. Bon, voilà. Mais c'est en Europe, mais c'est hors Europe, c'est partout. D'ailleurs, on est d'une totale... ingratitude et repli sur nous-mêmes, parce que ça fait des années qu'on entend dire presque chaque jour attentat suicide sur un marché, en Irak, tel endroit, on est horrifiés, mais bon, ça ne nous affecte pas tant que ça, ayons au moins presque le cynisme de le reconnaître. C'est en Afrique, c'est Boko Haram, c'est un peu partout, on est horrifiés et tout, mais le résultat... les monstres courent toujours, hein, les salopards courent toujours et sévissent toujours, c'est ça le pire. Eux aussi, on les appelle par des noms d'animaux. Exact. Les loups. Bon, c'est un bel animal, le loup. Oui, mais pourtant, on les a appelés... Oui, bien sûr. Ah, les loups solitaires, c'est leur faire beaucoup trop d'honneur. Je trouve. C'est leur faire infiniment trop d'honneur. Je trouve. Un loup, de toute façon, n'agirait jamais comme ça. Un loup ne va pas aller déjà massacrer, faire souffrir ses congénères. Ils peuvent se battre à mort en cas peut-être de détresse pour survivre, ou pour un mâle avoir les femelles, et encore c'est plus compliqué que ça chez les loups. Ils ont bien sûr leur rituel de domination, soumission, de guerre et tout, et voir des loups dans les documentaires animaliers quand ils crèvent de faim, ils sont de toute beauté avec leurs yeux là, et qui surveillent le passage de pauvres animaux qui, eux, ne sont pas prédateurs, sont des herbivores, c'est vrai que c'est épouvantable. Je me sens du côté des herbivores quand je vois ça, mais en même temps, il y a la splendeur de l'animal. Mais bon, ils répondent à un instant, on ne va pas leur coller des catégories morales. Ils ne prétendent pas faire ça au nom d'un dieu, hein, ou d'une idéologie. Non, ils assurent leur survie, c'est tout. Ce que font les autres aussi, hein, ils veulent assurer une survie d'une idéologie délétère, mortifère, mais dans leur tête, c'est justifié. Et c'est là où votre livre, il est à la table des hommes, c'est très intéressant parce que vous êtes parti sur le point de départ qu'on a évoqué et puis après on arrive quand même à une influence des événements dans ce bouquin.
J'ai été saisie, effectivement. Donc quand j'ai pris... Et finalement, c'est très bien construit, très naturel. Ça, on laissera la surprise au lecteur. Oui, mais parce qu'il y avait des choses, ça ne s'est pas plaqué. Même quand ça m'est venu, j'étais presque un peu mal à l'aise en me disant, mais je sentais qu'il y avait une nécessité. Mais dans la première partie, j'en étais à peu près au tiers quand j'avais dû faire cette longue pause. Mais dans ce premier tiers, tous les personnages étaient déjà là. Le personnage central, celui qui s'appelle Babel dans un premier temps, puis qui devient Abel, quand il a parfait son humanisation, là il est encore Babel, jeune garçon qui balbutie encore un peu, mais qui essaye, qui est en processus de rentrer dans la communauté humaine, et il vit, il a trouvé refuge chez deux hommes qui sont des frères. Et il y en a un très énergique, dans sa jeunesse a été dans les guérillas d'Amérique latine, donc on peut en penser ce qu'on veut, mais il y avait quand même là un idéal de fraternité ou de justice qui a pu se dévoyer parfois, mais qui était un vrai idéal qu'on peut respecter au départ. Et on devine qu'il est sorti un peu cabossé de tout ça, puis il a passé l'âge de la lutte armée, surtout cet homme. Il est rentré dans son pays, on devine c'est la France, mais il continue en dehors de son travail le jour pour assurer sa survie et celle du frère qui est un peu handicapé. Il continue sa lutte par les mots. Il se fait plaisir peut-être. Il tient un journal à la fois très critique, politique, humoristique et dans la caricature. Mais peut-être que déjà en amont, cette idée de la caricature et de la critique sévère de tout ce qui dysfonctionne dans nos sociétés m'est venu dans l'imagination du fait que ça fait quand même, même avant le drame de Charlie Hebdo, Charlie avait déjà été attaqué. En amont, les caricaturistes danois, ça faisait des années qu'il y avait ça, qu'il y avait cette remise en cause du droit à la dérision, à la parole. Et vous voyez, c'est comme ça, je crois que se nourrit vraiment l'imaginaire, en l'occurrence d'un écrivain. Les choses se déposent en nous, on ne cherche même plus d'où ça nous vient. Et je ne me suis pas posé la question, quand le bonhomme, c'était une évidence, ça m'amusait d'écrire des dessins qu'il pouvait faire. Bon, et puis j'arrête ce livre. Et entre-temps, quand je m'y remets, est arrivé les événements atroces du 7 janvier 2015. Et du coup, quand moi j'ai fini mon livre vers le mois d'avril-mai suivant, oui, il y a quelque chose de ça mais qui était annoncé en même temps, vous voyez, dans ce que j'avais écrit avant. En même temps, moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est mon travail à moi, pas du tout, mais on peut se prendre comme presque, comment dire, objet d'étude du fonctionnement de l'imaginaire. Complètement. C'est tout. C'est après coup, à cause des questions qu'on nous pose, qu'on se rend compte que finalement, c'était ça aussi. Mais il y a plein de choses dans ce livre. On en a bien parlé, Sylvie Germain. Je vous remercie pour cet entretien. Le titre du roman « À la table des hommes » aux éditions Albin Michel. C'est vraiment très riche. Alors, en écriture, c'est un délice. Un grand merci à vous. Merci à vous.